Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Félicitations pour être aussi ponctuel. Dans les congrès de psychiatrie, en général, la salle n'est pas remplie avant 9h30, donc je suis impressionné. Alors, on m'a proposé de discuter du caractère scientifique des mesures de douleur. Et bien sûr, c'est un bon sujet pour commencer une journée autour de cette question, mais je pense qu'il y a en réalité deux questions derrière cette proposition. Est-ce que c'est scientifique de mesurer une douleur? Et avant tout, comment devrait-on ou doit-on mesurer la douleur? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on mesure la douleur au quotidien dans la pratique clinique en demandant l'avis aux patients. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 25-30 ans, il y a eu des travaux d'anesthésistes en particulier qui visaient à agréger des mesures physiologiques, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la conductibilité cutanée, donc à les agréger avec des algorithmes pour prédire l'intensité de la douleur que quelqu'un ressentait en la mesurant par la durée qu'il mettait pour enlever son doigt quand il posait le doigt sur une petite plaquette qui chauffait de plus en plus fort. Donc on avait une perspective complètement physiologique de la mesure de la douleur et qui, il faut bien le dire, apparaît plus scientifique que de simplement demander à un patient quel est le niveau de votre douleur, donnez-moi un nombre de 1 à 10 sur une petite réglette. Donc voilà, à l'origine, on avait deux façons de mesurer la douleur. Une dont on va dire qu'elle est objective et l'autre, on va dire qu'elle est subjective. Subjective parce qu'on s'intéresse au sujet. Donc la première question que je vous pose, c'est, dans le fond, comment faut-il mesurer la douleur? Quels paramètres doit-on utiliser? Un paramètre issu de la physiologie ou un paramètre qui est tourné vers le patient? Et pour répondre à cette première question, il faut pointer du doigt que derrière la physiologie, en fait, on a l'univers des maladies, alors que derrière le sujet, on a le patient, le malade. Selon le philosophe Georges Canguilhem, ce qui définit un patient, c'est sa plainte, sa souffrance, le fait qu'il aille sonner un jour à la porte d'un médecin. C'est quand vous sonnez à la porte d'un médecin que vous adoptez le statut social de malade, de sujet en souffrance. Alors que l'individu qui a une maladie, il a un ensemble de symptômes qui répondent à un processus physiopathologique bien caractérisé, avec un pronostic et un traitement à la clé. Donc d'un côté les maladies, de l'autre côté le malade. Bien sûr, les deux communiquent, mais vous savez qu'il existe des malades sans maladie et des maladies sans malades. Alors nos sociétés aujourd'hui ont tranché. Nos sociétés occidentales se recentrent autour du malade, au détriment des maladies. Et donc, les mesures de douleur doivent obéir à ce recentrage et ont obéi à ce recentrage et se sont tournées vers l'évaluation subjective, c'est-à-dire le ressenti du patient. Alors vous me direz, c'est une évidence que tout doit être centré autour du patient, mais en réalité, notre médecine, au cours du XXe siècle, n'a pas été construite autour de ça. Il suffit de penser aux spécialités médicales. Vous avez des cardiologues, vous avez des dermatologues, vous avez des pneumologues. Nous avons des spécialités d'organes, fondamentalement. Et donc, la médecine s'est organisée autour des maladies bien plus qu'autour des patients. Et il faut bien reconnaître que l'évaluation de la douleur a été un précurseur dans le domaine. Et c'est précurseur peut-être du fait que pendant longtemps, et en particulier chez l'enfant, on a mal évalué et mal traité la douleur. Et la société a donc été exigeante beaucoup plus tôt que dans les autres champs de la médecine pour que le champ de la douleur soit centré autour du sujet. Donc c'était la première partie de ma présentation. Nous devons évaluer la douleur en nous centrant autour du patient plus qu'autour des processus physiopathologiques. Alors c'est une bonne nouvelle pour la société, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour le scientifique. On comprend qu'évaluer une douleur en évaluant et en quantifiant un processus physiopathologique, on fasse quelque chose de scientifique. Mais est-ce que quand on pose une question « Avez-vous mal ? Quelle est l'intensité de votre douleur ?» à un sujet, est-ce que là, on a quelque chose qui obéit à une logique scientifique? Et donc je reviens à la question qui m'était adressée. Est-ce qu'on peut mesurer la douleur subjectivement avec une bonne validité scientifique? Voilà la vraie question. Alors, premier point, il faudrait quand même se rappeler sur la définition de ce que c'est qu'une science.
Tous les épistémologues n'en sont pas d'accord, mais en gros, faire œuvre scientifique, c'est acquérir des connaissances, donc quantifier, s'intéresser à la quantité de douleur, à l'importance de la douleur d'un sujet, c'est acquérir des connaissances. Donc acquérir des connaissances en formulant des hypothèses réfutables par des expériences reproductibles. C'est ça l'œuvre du scientifique. Mais là-dedans, rien ne dit que les mesures qui vont permettre de faire les expériences pour réfuter l'hypothèse, et réfuter avec des expériences reproductibles, rien ne dit que les mesures doivent être objectives plutôt que subjectives. Dans la définition de ce qu'est une science, on peut très bien aborder le patient soit sous un angle objectif, soit sous un angle subjectif. La véritable question derrière la scientificité de la mesure subjective, ce n'est pas si elle fait œuvre de science, mais si la qualité de la mesure est bonne. Car bien entendu, pour pouvoir réfuter une hypothèse, il faut que la mesure soit de bonne qualité. Si elle est de bonne qualité, vous ferez un bon travail. Et donc, le troisième volet de la question, c'est est-ce que ces mesures de douleur subjective sont de bonne qualité ou pas? Alors, deuxième question de fond, il faut bien dire que demander à un sujet quelle est l'intensité de votre douleur, donnez-moi un nombre de 1 à 10, vous qui êtes des praticiens de la douleur, vous savez que ça fonctionne. Mais quand on interroge un homme de la rue, a priori, il va dire, mais tout ça, sur quoi ça repose? Les gens, ils disent 8, ils disent 2, mais ça correspond à quoi? Ils pourraient raconter n'importe quoi en réalité. Et donc, il y a un flou terrible autour de ces évaluations, et donc ces mesures ne vont pas être de bonne qualité, et donc on ne pourra pas faire de science. Donc la question est vraiment réelle. Alors avant de rentrer dans les détails méthodologiques pour savoir si ces mesures sont de qualité ou pas, revenons quelques instants sur la définition d'une mesure. Eh bien, figurez-vous que les physiciens, qui sont les scientifiques les plus solides aujourd'hui, qui ont réalisé des mesures les plus précises possibles, vous savez qu'on mesure la distance de la Terre à la Lune à quelques mètres près, hein, ce qui est remarquablement compliqué puisque la Terre se dilate, et donc à quelques mètres près, on est obligé de tenir compte d'un nombre de paramètres extraordinaires. Les physiciens qui font des mesures extraordinairement précises n'arrivent toujours pas à définir ce que c'est qu'une mesure. Pourquoi? Parce que dans l'infiniment petit, quand on mesure par exemple la position d'une particule qu'on émet à partir d'un émetteur de particules, eh bien le concept de position de la particule n'existe que quand on réalise la mesure. Avant de réaliser la mesure, les physiciens ont montré que la notion de position de la particule n'avait pas de sens. On peut vraiment dire qu'une particule est à un endroit donné qu'au moment où on fait sa mesure. Et donc il y a une intrication entre la réalité de la chose mesurée et la mesure que l'on réalise. Et donc en termes philosophiques, ils sont complètement désarçonnés, mais ça ne les empêche pas de travailler, et ils disent qu'ils ont une approche opératoire de la mesure, c'est-à-dire qu'ils disent il y a une réalité, on ne sait pas trop ce que c'est, mais moi je sais que j'ai un laboratoire avec des appareils de mesure, avec des protocoles, et ces protocoles me donnent des nombres, avec ces nombres je les agrège avec des formules, ça fait avancer les connaissances, et en pratique ça marche puisque Internet, les iPods que vous avez pour écouter la musique, ça marche à partir de nos théories que nous avons validées à partir des mesures que l'on fait dans nos laboratoires. Donc même si on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une mesure, on sait que ça fait avancer les connaissances et ça rend service à l'humanité. C'est l'approche opérationnelle de la mesure. Alors bien entendu, on pourrait se demander si une mesure de douleur obéit à une telle logique. Il y a des mesures subjectives qui obéissent à une telle logique. Les mesures de QI, par exemple. Quand on mesure un QI, alors que mesure-t-on? C'est dans la définition du mot quotient intellectuel. Vous savez, quotient intellectuel, ça ne veut rien dire. Tout le monde passe à l'intelligence, naturellement. Mais le quotient intellectuel ne mesure pas l'intelligence. On ne peut pas mesurer l'intelligence. C'est un phénomène trop multiforme pour pouvoir l'agréger en un seul nombre. Il y a trop de formes d'intelligence. Et donc les psychologues s'en sont rendus compte au milieu du XXe siècle et ils ont réduit leur ambition à un sous-type d'intelligence, pas facilement définissable, qu'ils ont appelé le QI, mais qui fonctionne assez bien en pratique puisque, de façon un peu malheureuse, si un enfant de 6 ans a un QI inférieur à 60, il a moins de 5 chances sur 100 d'avoir le baccalauréat un jour ou l'autre.
Donc, le QI, on ne sait pas ce que ça mesure, mais en pratique, ça permet d'orienter des enfants dans des structures de façon à optimiser leurs apprentissages, en particulier. Donc, on a là une mesure subjective, mais qui obéit à une logique opératoire. Alors, bien entendu, est-ce qu'une mesure de douleur obéit à une telle logique? Non. Quand vous mesurez une douleur, vous avez l'ambition de mesurer quelque chose de bien particulier qui est la douleur. On ne mesure pas un QD, un quotient de douleur, on mesure la douleur. Alors, ce type de mesure obéit à une logique différente. On dit que ça obéit à la logique de la théorie représentationnelle de la mesure. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un « est-ce qu'il a mal ?», ce sujet peut dire qu'il a très mal, qu'il a un peu mal, qu'il a plus mal qu'hier soir et qu'il espère qu'il a plus mal que demain matin. On peut mettre des hiérarchies d'importance sur des niveaux de douleur. Et donc les gens se sont dit, plutôt que de représenter des grandeurs de douleur par des mots, en disant que j'ai plus, j'ai beaucoup, j'ai un peu, pourquoi ne pas représenter l'intensité d'une douleur avec un nombre? Par exemple de 0 à 10, mais on pourrait prendre autre chose. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Les avantages de mettre des nombres, c'est que, d'abord, la palette de mesures est plus importante. Les qualificatifs pour mesurer des intensités sont limités, alors que les nombres sont illimités. Premier avantage. Deuxième avantage, vous pouvez rappeler au sujet le nombre qu'il avait donné. Tout à l'heure, quand vous dites tout à l'heure, vous disiez que vous aviez très mal, c'est un peu ambigu. Quand vous dites à un sujet, tout à l'heure, vous disiez que vous avez 8 sur une échelle qui varie de 0 à 10, maintenant, combien avez-vous? Le sujet peut s'ancrer sur cette valeur pour dire, maintenant, j'ai 6, j'ai 4, et la qualité de la représentation de l'évolution de la douleur est meilleure. Et puis enfin, et surtout, vous pouvez faire de la science, c'est-à-dire que le nombre permet d'être agrégé à l'aide des statistiques. Quand vous voulez évaluer l'efficacité d'un antalgique, si vous ne vous reposez que des mots, sur des mots, c'est-à-dire les sujets ont moins mal globalement, il est très difficile de faire des statistiques. Si vous avez quantifié l'intensité de la douleur avec un nombre, vous pouvez faire des moyennes de douleur dans un groupe et dans un autre groupe et les comparer à l'aide d'un test de comparaison de moyenne, qui sont des tests extrêmement puissants permettant de discriminer des populations de sujets qui peuvent être différenciées que sur des petites quantités. La science aime les nombres, et donc la science aime la mesure quantitative, d'où l'intérêt de représenter des grandeurs subjectives avec des nombres. Et donc au final, aujourd'hui, quand on mesure, et ce n'est pas que la douleur, quand on mesure la tristesse, la dépression, la fatigue, la qualité de vie, quand on mesure la douleur, en fait, on représente à l'aide de nombres une caractéristique subjective, ni plus ni moins. Alors les avantages, on vient de le dire. Quels sont les inconvénients? Ils existent. Les inconvénients sont qu'on risque d'enfermer les sujets dans la mesure. La mesure a un statut, le nombre a un statut psychologique extrêmement fort chez l'être humain. 2 plus 2, ça fait 4, ça ne fait pas 5. Il y a quelque chose du registre de la loi derrière les nombres. Quand vous dites que tel individu a l'air brillant, tel individu a l'air un peu nunuche, vous dites quelque chose qui est assez souple, qui laisse une marge d'interprétation à l'individu avec lequel vous discutez. Quand vous dites qu'un enfant a un QI de 60 ou de 120, ça ne fait pas le même effet. Vous posez tout d'un coup un nombre derrière un sujet, et les êtres humains ont une propension à substituer au sujet le nombre. Et ça a des effets secondaires assez délétères, en particulier pour les mesures de QI dans une pratique clinique courante. Quand vous mesurez un QI et que vous l'annoncez à des parents, eh bien, les parents peuvent ne plus voir derrière l'enfant que le QI qu'il a. C'est un effet délétère possible des mesures quantifiées, subjectives. Alors, si c'est un handicap pour des mesures de QI, pour les mesures de douleur, l'expérience montre que ce problème est nettement moins important. Et donc, au total, quantifier à l'aide de nombres l'intensité d'une douleur, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients.
Donc ça, on vient de définir ce que c'était qu'une mesure, en particulier une mesure de douleur, la représentation numérique d'une caractéristique, ici la douleur. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question, est-ce que cette mesure est de qualité? On sait ce que c'est que mesurer, on sait qu'il y a des avantages, a priori qu'il y a peu d'inconvénients, mais est-ce que la qualité de cette mesure est suffisante pour faire œuvre de science avec? Alors là, il faut être honnête, vu de loin, il y a plein d'arguments pour dire que ça ne va pas bien fonctionner. En particulier, quand vous évaluez quelque chose de subjectif, comme ça, finalement, qu'est-ce qu'on quantifie? Avoir mal, subjectivement, ça veut dire quoi? Souffrir, ça veut dire quoi? Être triste, ça veut dire quoi? Être fatigué, ça veut dire quoi? Quand on s'intéresse à la quantification du poids d'un objet, du poids de ce pupitre, on voit que ça correspond à quelque chose de concret. Mais quand on s'intéresse à la souffrance d'un individu, c'est quelque chose qui semble terriblement littéraire, que l'on va avoir du mal à envelopper dans une définition complètement opératoire. Et c'est vrai. La plupart des caractéristiques subjectives ne sont pas définissables. Que ce soit la tristesse, la souffrance ou la douleur, ce sont des atomes de sens. Ils existent dans la plupart des sociétés et on a du mal à les définir au-delà de cette existence universelle. Alors, est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Ou alors, le problème est partout. Le temps passe, ça fait 16 minutes que je discute avec vous. J'ai un temps limité de 30 minutes. Nous savons tous ce que ça veut dire. Nous nous sommes tous mis d'accord sur la durée, sur le temps, alors que, et on peut le mesurer, et on le mesure avec une extrême précision, et pourtant, si le temps existe dans toutes les sociétés, il n'est défini dans aucune société. Le temps est une caractéristique objective, parfaitement consensuelle, mais indéfinissable. Voilà. Et ça ne gêne absolument pas à sa mesure. Eh bien, pour les mesures de douleur, pour les mesures de tristesse, pour les mesures de dépression, c'est exactement la même chose. Certes, nous ne savons pas vraiment les définir, mais ça ne gêne personne en pratique. Donc cette question de signification n'est pas un problème rédhibitoire. Alors après se pose la question de la reproductibilité de la mesure, de l'erreur de mesure. On va dire, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut mesurer la distance de la Terre à la Lune à quelques mètres près. Naturellement, les mesures de douleur ne peuvent pas revendiquer un tel niveau de précision. Et donc là, le sceptique va dire, vos mesures, certes, elles sont centrées vers le patient, certes, elles reposent sur une théorie, la théorie représentationnelle de la mesure, certes, vous ne savez pas trop ce que vous mesurez, mais les autres non plus ne savent pas trop ce qu'ils mesurent, d'accord, tout ça est consistant, en tout cas pas moins que le reste, mais vos mesures sont bien médiocres parce que leur reproductibilité n'est pas bonne. Eh bien, figurez-vous que ça aussi c'est faux. C'est qu'en médecine, la quasi-totalité des mesures objectives ne sont pas tellement reproductibles. Regardez dans votre pratique quotidienne quand vous mesurez une créatininémie. C'est tellement peu reproductible que la mesure n'est pas interprétable quand vous ne savez pas de quel laboratoire vient le résultat. On ne peut comparer l'évolution d'une créatininémie qu'en sachant que la mesure a été faite dans le même laboratoire. Les normes des créatininémies dépendent des laboratoires. Quand vous mesurez une tension artérielle, vous savez que ça dépend de facteurs incroyables, en particulier de la personne qui va réaliser la mesure. La plupart, quand vous mesurez une virémie HIV, c'est tellement mauvais que la mesure est en log, c'est-à-dire en puissance de 10. La radiographie, c'est pareil. On a fait des études dans l'arthrose de hanche pour mesurer l'accord interjuge de l'interligne articulaire qui quantifie le niveau d'importance de l'arthrose. Et on a montré que l'interligne articulaire, le niveau d'accord interjuge est très, très mauvais d'un radiologue à l'autre, même en anatomie pathologique. Nous avons fait une étude dans notre hôpital sur l'accord interjuge sur le typage de tumeurs de voie biliaire, avec les meilleurs spécialistes mondiaux des tumeurs des voies biliaires. Le kappa était égal à 0,2. 0, c'est le hasard, 1, c'est un accord parfait. Alors, ne soyez pas complètement effrayés, les conséquences thérapeutiques, tous les cliniciens avaient les mêmes conséquences thérapeutiques dans leur diagnostic. Les diagnostics n'étaient pas les mêmes, mais les conséquences cliniques, en partie chirurgicales, étaient les mêmes. Donc en médecine, le désaccord interjuge, la qualité des mesures
qu'elle soit objective ou subjective, globalement n'est pas très bon. Et il se trouve que les expériences qui ont été réalisées sur les mesures subjectives montrent que le plus souvent, ces mesures ont un niveau de reproductibilité qui est tout à fait satisfaisant, même s'il est vrai que ce n'est pas facile à montrer. Et ça, c'est un vrai handicap des mesures subjectives, surtout des mesures auto-évaluées. Quand vous voulez évaluer la reproductibilité de la mesure, vous pouvez demander au sujet plusieurs fois, vous pouvez répéter l'expérience, mais les sujets, si vous demandez à un sujet combien avez-vous, quelle est l'intensité de votre douleur, donnez-moi un nombre de 1 à 10, comme on le fait au quotidien, le sujet va dire 6. Si vous revenez 2 minutes après, vous lui reposez la question, le sujet va dire 6, mais ça ne traduit pas le fait que la mesure est de très bonne qualité, ça traduit simplement le fait que le sujet a une bonne mémoire. Donc, pour un protocole qui évalue la reproductibilité d'une mesure subjective est plus compliqué. On est obligé d'évaluer des sujets dans le temps, alors bien sûr avec le risque que leur pathologie ait bougé et que donc l'intensité de la douleur ait bougé. Donc on est obligé de prendre des pathologies avec un niveau de douleur très stable au cours du temps, et quand on le fait, ça fonctionne. On a même fait des accords en prenant des gestes douloureux, comme une ponction sternale par exemple, qui est relativement étalonnée, et on a montré que d'un individu à l'autre, l'intensité de la douleur était assez reproductible. Donc le niveau de reproductibilité des mesures de douleur est relativement bon, c'est pas parfait, c'est relativement bon, mais surtout c'est pas plus mauvais que l'immense majorité des mesures objectives que l'on réalise au quotidien. Alors, à ce stade, nous savons ce que c'est qu'une mesure, c'est la représentation d'une quantité, et donc quand on mesure une douleur, on représente simplement avec un nombre l'intensité ressentie par le sujet de sa douleur. 2, il est vrai que l'on ne sait pas vraiment définir une douleur, une souffrance, enfin toutes ces choses subjectives, mais ce n'est pas tellement différent avec certaines caractéristiques objectives. Le niveau de reproductibilité des mesures de douleur est tout à fait comparable au niveau de reproductibilité des autres mesures en médecine. Donc on a l'impression que le problème est réglé, que les mesures de douleur ont un caractère scientifique tout à fait équivalent aux autres mesures cliniques. Et pourtant, il faut être honnête, il y a toujours un malaise avec ce nombre qui est issu d'une déclaration d'un patient. On a l'impression que ce nombre est moins scientifique qu'une mesure, ne serait-ce qu'une mesure de tension artérielle, à propos desquelles on sait qu'elles sont très peu reproductibles, mais on a l'impression que c'est plus simple, que c'est plus objectif, que c'est plus scientifique. Alors on peut se demander pourquoi on a cette impression. Mon hypothèse, c'est que quand vous mesurez une tension artérielle, même si vous savez que la mesure est difficilement interprétable parce que le sujet a pu monter un escalier, parce qu'aujourd'hui vous êtes de mauvaise humeur et vous avez un peu agressé le patient, ce qui a fait monter sa tension, ou plutôt tout à fait le contraire. Donc on sait qu'il y a des sources de variabilité considérables, mais ça n'est pas angoissant parce qu'on sait exactement à quoi correspond la mesure. Quand vous mesurez une tension artérielle, dans votre tête, inconsciemment, vous représentez le cœur du sujet, l'aorte, qui après se divise en tout un tas d'artères, en particulier au niveau du bras. Vous allez gonfler le brassard, vous allez collaber l'artère, et donc quand vous posez le stéthoscope, vous n'entendez plus de son. Et quand vous relâchez la pression tout doucement, l'artère s'ouvre, le sang passe, vous entendez un bruit, et vous dites la pression correspond à ça. La mesure d'une tension artérielle, même si la qualité de la mesure est médiocre, le processus de mesure est assez sécure. On sait parfaitement à quoi ça correspond, on se représente le processus de mesure. A contrario, quand vous interrogez un sujet pensant qui est malade à l'hôpital et que vous lui demandez « donnez-moi un nombre qui va représenter votre mesure avec cette petite réglette », à quoi correspond le processus qui correspond au nombre qu'il va vous donner ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que ça aboutisse finalement à un nombre? Et là, effectivement, aujourd'hui, on n'en sait rien. Le processus extraordinairement compliqué qui correspond à la traduction par un sujet humain d'une douleur qu'il ressent en un mot qu'il va prononcer, ce mot étant un chiffre,
ce processus-là est extraordinairement complexe. Et vous savez que selon qu'il est un homme, qu'il est une femme, qu'il est un enfant, qu'il est un adulte, qu'il est un militaire, qu'il ne soit pas un militaire, le nombre va correspondre à un niveau de douleur qui risque d'être différent. Les facteurs de personnalité sont liés à la représentation qu'on se fait d'une douleur que l'on ressent. Et bien entendu, aujourd'hui, il n'y a pas de théorie aussi simple de la personnalité, de la structure d'un sujet pensant, qu'il y a une théorie de la pression artérielle. Et c'est ça qui explique vraisemblablement la question que l'on m'a posée pour introduire cette journée. Peut-on mesurer scientifiquement une douleur ? La réponse, bien entendu, est oui. Quand on regarde ça complètement factuellement, la réponse est oui, parce que nous savons ce que c'est qu'une mesure de douleur, nous savons que ces mesures sont reproductibles au même titre que les autres mesures en médecine. Donc oui, on peut mesurer scientifiquement de la douleur. Mais il est vrai que l'objet mesure de la douleur est un objet subtil, subjectif, qui aujourd'hui n'est pas étayé par un corpus théorique aussi fort que le corpus théorique de la physiopathologie de l'être humain. Alors, on peut imaginer naturellement que dans l'avenir, cette absence de corpus théorique va être comblée. Et il y a notamment des travaux extrêmement intéressants réalisés par des neuroscientifiques et des psychanalystes. Je pense par exemple à Nicolas Danzinger, qui a écrit des livres que je vous recommande très vivement, qui théorisent la douleur, la souffrance, avec à la fois une perspective extrêmement clinique proche des patients et une perspective neuroscientifique à partir de maladies génétiques où les gens sont constitutionnellement insensibles à la douleur et qui peuvent néanmoins ressentir des souffrances. Donc l'avenir de la recherche à propos de la mesure de la douleur va, dans les décades qui s'offrent à nous, bien sûr reposer sur l'amélioration des instruments dont on dispose, et aussi, et peut-être surtout, sur l'approfondissement du champ théorique de ce que c'est que la douleur d'un être humain. Je vous remercie pour votre attention.